qui, comme vous le savez, est un espace d'expression pluriel dans notre Kinshasa, qui, comme vous le savez, s'est clôturé le 14 octobre dernier et qui a continué d'alimenter le débat en termes d'évaluation, signe, s'il en faut encore, d'une réelle vitalité politique et démocratique et de l'existence d'un espace d'expression pluriel dans notre pays, contrairement à ce qui a été entendu. Ce sommet de la francophonie qui s'est déroulé à Kinshasa a été un vrai succès pour nous, tant sur le plan de la participation que des résolutions qui en sont sorties. La République démocratique du Congo est fière d'avoir pu abriter sans encombre une si importante manifestation internationale avec tout ce que cela comporte de défis logistiques, sécuritaires, de capacités managériales. On peut, à l'heure du bilan, regretter, au nom de la rationalité républicaine, cette tendance observée chez certains de nos compatriotes à vouer leur pays aux mille diables pour peu que leurs intérêts particuliers ne sont pas satisfaits. Certains appellent cela faire de la politique. Il s'agit, à notre avis, d'attitudes égocentriques qu'il serait désastreux de léguer comme culture politique à la postérité. La légitimité d'une ambition politique ne peut se mesurer qu'à l'aune des intérêts nationaux. Le gouvernement engage ceux des nôtres dans la classe politique qui appellent à tout bout de champ la foudre sur leur propre pays, au motif qu'ils ne sont pas au pouvoir, à penser de temps en temps à tous les autres compatriotes qui ont en partage la République démocratique du Congo avec eux, et qu'ils auront un jour ou un autre à gouverner. Qui sait? Nous avons noté par ailleurs un activisme débridé de quelques acteurs de médias étrangers, décidés coûte que coûte à obtenir et propager un tableau apocalyptique de la République démocratique du Congo. C'est une réalité quotidienne pour nous depuis que les institutions politiques en place en République démocratique du Congo ont pris la résolution de prendre le destin de leur pays en main, particulièrement à la faveur des préparatifs des élections de novembre 2011, pour lesquelles on aurait voulu nous fixer même le timing. On a entendu récemment quelqu'un confesser sur une chaîne de radio confessionnelle, un compatriote, qu'au début des années 90, le groupement politique auquel il appartenait à l'époque avait reçu un financement extérieur pour acheter des vivres sur les bateaux approvisionnant Kinshasa à hauteur du port de Maluku et à les déverser dans le fleuve Congo pour maintenir la capitale dans une pénurie propice à un changement de type révolutionnaire qui leur aurait profité. C'était un véritable crime contre l'humanité parce que ce qu'on a vu en réalité, c'est une disette qui a emporté des milliers de pauvres Quinois, alors que le régime Mobutu s'adjugeait encore un plein septennat, jusqu'à sa mise à l'écart par l'AFDL en 1997. Ceux qui cherchent, avec leur réseau à l'extérieur, à rééditer la démocratie des embargos et des boycotts, feraient bien de s'en souvenir et feraient bien de cesser de tourmenter notre peuple dans son cheminement vers la démocratie. Des évaluations en sens divers ont donc été faites de ce sommet de la francophonie. Nous y voyons une manifestation de l'existence d'un débat démocratique dynamique dont on ne dira pas qu'il fait défaut ici. Certains ont dit que ce grand rendez-vous a révélé un problème de déliquescence de l'État et de déficit de leadership responsable. Vous les avez entendus. Il y a eu effectivement dans ce pays une période de déliquescence de l'État. Qui oserait le nier? Mais les choses n'en sont pas restées là, loin s'en faut. Les paramètres ont singulièrement évolué
dans les domaines les plus variés, et notamment dans ceux de la démocratie et des droits de l'homme, quoi qu'on ait voulu faire croire à un de nos illustres visiteurs, peu au fait de nos réalités. Lentement mais sûrement, la République démocratique du Congo se relève, et ce n'est certainement pas à un leadership irresponsable qu'on le doit. Mesdames, Messieurs, c'est à juste titre que le président de la République, Joseph Kabila, a balayé d'un revers de la main les prétentions manichéistes de ceux qui voulaient mettre à profit le sommet francophone de Kinshasa pour nous inoculer moult complexes en la matière. À Kinshasa, nos invités ont pu palper du doigt les réalités d'un pays vivant, dynamique, en voie de modernisation, un pays dans lequel les libertés sont exercées plus que partout ailleurs dans notre espace géographique. Un Congolais qui aime le Congo n'a pas à s'offusquer du succès enregistré par son pays sur la scène internationale. Pareil succès ne concerne pas que le président de la République, son gouvernement ou les animateurs des institutions nationales qui sont en place. C'est en réalité au peuple congolais tout entier, dans toutes ses composantes, que les lauriers de cette performance doivent être tressés. Le président de la République française, M. François Hollande, qui, avant sa visite à Kinshasa, avait déclaré la situation congolaise tout à fait inacceptable, citation, en matière de démocratie et des droits de l'homme, a pu mieux appréhender, au contact des réalités de la République démocratique du Congo, que des progrès qu'il trouve timides à son niveau étaient pourtant évidents dans tous ces domaines. Il s'agit d'une évaluation faite après quelques heures seulement d'observation. Et nous ne doutons pas qu'une observation plus longue, plus approfondie des réalités congolaises l'aurait conduit à renforcer cette perception. Vous et moi, par ailleurs, nous avons entendu le président de la France affirmer que grâce à son action, que dis-je, grâce à ses pressions, la Commission électorale nationale indépendante, je le cite, avait commencé à se réunir, de même que la Commission nationale des droits de l'homme. Fin de citation. Pourtant, au moment où le président prenait la parole, ni la Commission nationale des droits de l'homme, ni la Commission électorale relouquée n'étaient en mesure de se réunir, pour la simple et bonne raison qu'elles n'étaient pas encore l'une et l'autre constituée. La Commission électorale nationale indépendante attendait, elle attend toujours, un accord entre la majorité et l'opposition parlementaire sur les amendements à la loi qui l'organise. Quant à la Commission nationale des droits de l'homme, elle n'a pas pu se réunir avant la promulgation par le président de la République de la loi l'instituant et avant le recrutement subséquent de ses membres. Moralité, un peu plus de modestie, un peu plus d'écoute ne ferait du mal à personne. Mesdames, Messieurs, on mettra dans le même panier de l'ignorance et de la méconnaissance des réalités congolaises cette demande assez saugrenue d'un groupe de parlementaires français qui accompagnait le président Hollande à Kinshasa et qui, s'adressant au président de notre Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou, lui demandèrent sans rire de faire libérer M. Diomi Ndongala et Roger Lumbala, deux députés de l'opposition, pour lesquels, certes, une demande d'autorisation de poursuite pénale introduite par le parquet général de la République n'ayant pas encore été examinés, ils étaient en liberté. L'un chez lui dans les hauteurs de Kinshasa, M. Diomi, et l'autre en cavale à Paris, d'où venaient ces députés, M. Lumbala. Mais, manifestement obnubilés par des besoins d'image, vous savez, c'est Tintin au Congo, des besoins d'image irrépressibles, ces messieurs, en venant au Congo, n'avaient pas pris la peine de bien lire leur dossier. Et ils vont demander la libération de personnes qui étaient en liberté. En tout état de cause, le gouvernement congolais tient ici, par ma voix,
a exprimé sa satisfaction après avoir entendu Monsieur le Président de la République française, François Hollande, placer en tête des thèmes qu'il a développés pendant son séjour à Kinshasa, une dénonciation claire de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo sur son flanc oriental, ainsi que la réaffirmation de l'intangibilité des frontières congolaises, ce qui rejoint la préoccupation primordiale des Congolaises et des Congolais en ces temps d'une agression extérieure à l'Est, vécue comme un poignard au cœur des hommes et des femmes de ce pays. Mesdames, Messieurs, un des dirigeants de l'opposition congolaise, qui se dit muselé, a dénoncé, pourtant à haute et intelligible voix, sans que rien ne lui arrive, le président de la République, pour n'avoir pas, dit-il, cité nommément le président rwandais et son pays en dénonçant du haut de la tribune des Nations Unies l'agression dont la République démocratique du Congo fait l'objet, alors que son ministre porte-parole du gouvernement, que je suis, ne s'empêche pas de le faire. Qui croire? A-t-il fait semblant de s'interroger, comme s'il n'avait jamais entendu le chef de l'État affirmer que l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda était, je cite le président, un secret de polichinelle. Fin de citation. C'est donc un véritable débat sur le sexe des anges que l'on veut nous entraîner. Lorsqu'un chef d'État affirme que la paix est troublée à l'Est par des forces négatives avec l'appui extérieur d'un État voisin et que son ministre vient identifier les ainsi dites forces négatives et le pays extérieur en question, on ne voit vraiment pas où se niche la contradiction. De fait, entre la communication du chef de l'État et celle d'un ministre, qui se déroule, vous en conviendrez, à deux niveaux totalement différents, il faut plutôt voir une complémentarité à la manière d'une partition musicale dans laquelle on ne peut pas reprocher au maestro de ne pas jouer de tous les instruments, on ne peut pas reprocher au baryton de ne pas exécuter les mêmes notes que le soprano, l'alto ou la basse. C'est l'ensemble qui fait la symphonie de l'orchestre. Deuxième point, le rapport final des experts des Nations Unies sur l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, les conclusions finales du rapport des experts des Nations Unies sur la violation de l'embargo à l'Est de la République démocratique du Congo, qui vont être publiées, sont d'ores et déjà connues. Le gouvernement en prend acte. Pour l'essentiel, ce rapport ne nous surprend guère, car il confirme ce qui était déjà connu des services du gouvernement congolais, à savoir que nos voisins rwandais continuent sans désemparer leur agression contre notre pays en se dissimulant derrière un groupe par procuration qu'ils ont créé de toutes pièces et qu'ils commandent directement. À savoir aussi que des éléments ougandais sont engagés dans cette entreprise de déstabilisation. Le rapport final des experts onusiens est fort précis sur la description de la chaîne de commandement effective de cette force qui change de nom au gré des directives des stratèges de Kigali. Elle comprend, je cite le rapport, le général Bosco Ntaganda et culmine avec le ministre rwandais de la Défense, le général James Kabarebe. Fin de citation. Il apparaît donc très clairement que le gouvernement rwandais est impliqué, escalité, c'est-à-dire en tant que gouvernement, dans l'agression dont la République démocratique du Congo est victime au Nord Kivu. Le rapport final stipule en outre que des hauts fonctionnaires du gouvernement de l'Ouganda ont également fourni un appui au M23 sous la forme de renforts directs de troupes dans le territoire de la RDC, de livraison d'armes, d'assistance technique, de planification conjointe des opérations, de conseils politiques et d'assistance diplomatique. Fin de citation. Fort de toutes ces informations, le gouvernement de la République démocratique du Congo attend, en ce moment même, des explications de la part des autorités ougandaises au sujet de ces graves allégations. Il s'agit pour nous
d'établir les responsabilités et d'élucider s'il s'agit d'une implication personnelle de criminels agissant à titre individuel ou d'une action délibérée du gouvernement de ce pays, à l'instar de ce qui est établi pour le Rwanda. C'est le lieu de dire trois choses sur la récente admission du Rwanda au titre de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le compte du groupe Afrique de l'Est, une décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui défraie la chronique dans notre pays. 1. Le gouvernement de la République démocratique du Congo déplore l'admission du Rwanda en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2 ans, car cette décision constitue un très mauvais signal en ce qu'elle banalise l'horrible situation créée par le Rwanda en République démocratique du Congo, où il continue à perturber la paix et la sécurité. 2. Il faut noter toutefois que le Rwanda, seul candidat aligné par la sous-région Afrique de l'Est à ce poste qui lui était réservé, pouvait difficilement ne pas occuper ce siège, sauf à priver l'Afrique d'un représentant dans cet organe des Nations Unies, une situation qui aurait été inédite dans les annales de l'organisation mondiale. Cela ne constitue nullement une raison pour les Congolais de se croiser les bras. Il est indispensable qu'à l'instar du gouvernement, toutes les forces vives de la nation et tous les amis du Congo, partout en Afrique et dans le monde, fassent connaître leur réprobation au sujet de cette admission du Rwanda au Conseil de sécurité acquis de droit. 3. L'occupation par le Rwanda d'un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies n'exonère pas ce pays des obligations découlant de son appartenance à la communauté des nations. Parmi celles-ci, faut-il le rappeler, figure en bonne place l'obligation de ne pas agresser un État tiers. Le peuple congolais continuera donc à se défendre contre cette agression et on appelle dans le même temps la communauté internationale à consolider les timides sanctions prises jusqu'à présent ou envisagées à l'encontre de l'agresseur rwandais. Le troisième point de mon intervention est relatif au lynchage médiatique de notre pays autour de l'affaire Tchébéa. Mesdames, Messieurs de la presse, quelques jours après la fin du sommet de la francophonie et des polémiques qui ont traversé ce sommet, une véritable campagne de lynchage médiatique a été lancée contre la République démocratique du Congo et particulièrement contre son président Joseph Kabila à partir de médias publics français, notamment Radio France Internationale et France 24. Quelques animateurs de ces médias ne se sont pas embarrassés de principes déontologiques au sujet desquels ils ne cessent de nous harceler chaque jour. C'est Radio France Internationale qui a ouvert les hostilités le 17 octobre avec des révélations exclusives sur l'affaire Tchébéa, du nom de notre compatriote activiste des droits de l'homme retrouvé mort dans la banlieue de Kinshasa début juin 2010. Une affaire dont le procès en appel reprend aujourd'hui devant la justice militaire congolaise. Et ce n'est pas un hasard. Une personne parlant à visage couvert, mais se présentant comme l'ancien major de la police nationale congolaise, Paul Mwilambwe, dont nous avons des photos à profusion dans les services de la police, on se demande pourquoi avoir caché son visage. Cette personne formule des accusations graves contre le chef suspendu de la police congolaise, le général John Numbi, mais aussi contre le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, une nouveauté. Selon le personnage qui se cache tout en multipliant des preuves de sa véritable identité, en brandissant notamment un passeport à l'écran, Floribert Tchébéa et son compagnon, M. Fidel Bazana, auraient été assassinés sur ordre du général Numbi qui exécutait une instruction reçue du président Joseph Kabila à cette fin.
Souvenez-vous que c'est la deuxième fois que le présumé major Mwilambwe s'exprime dans les médias étrangers. Sa première déclaration avait été faite à M. Thierry Michel, un cinéaste documentariste belge, au lendemain d'une décision de refoulement prise à l'encontre de ce dernier par les services congolais d'immigration à l'aéroport international de Njili pour faux et usage de faux sur son passeport. À l'évidence, la coïncidence n'était pas gratuite à ce moment-là. Beaucoup de Congolais n'étaient pas loin de croire que Thierry Michel avait ainsi utilisé cette interview, l'avait montée pour prendre sa revanche sur un État d'où il avait été expulsé. La dernière sortie de Mwilambwe est intervenue dans les jours qui ont suivi la polémique entre François Hollande et Joseph Kabila au sommet de la francophonie et à moins d'une semaine de la reprise de la procédure judiciaire sur l'affaire Tchébéa. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne croit pas à un simple effet du hasard. Et nous ne sommes pas loin de croire que les objectifs poursuivis par cette action sont, d'une part, d'influencer les juges chargés de dire le droit sur le dossier Tchébéa qui reprend son cours ce 23 octobre 2012, et d'autre part, de discréditer le président de la République démocratique du Congo et les institutions politiques en place à Kinshasa, président et institutions coupables d'avoir osé tenir tête à ceux qui, en dépit de leurs propos lénifiants sur la fin des pratiques détestables de la France-Afrique, se sont autorisés ce paternalisme suranné que nous ne supportons plus lors du sommet de Kinshasa. Mesdames, Messieurs de la presse, force est de constater, en effet, à cet égard, que l'interview du dénommé Mwilambwe, ou celui qui se présente comme tel, diffusé par Radio France Internationale, fait littéralement cadeau au juge en charge du dossier sur l'assassinat de M. Tchébéa d'un témoin à distance. Un concept que ceux qui ont étudié le droit comme moi n'ont pas encore rencontré dans les cours de procédure pénale. Un témoin à distance, par Internet. Ce que le cinéaste Thierry Michel et la journaliste Stéphanie Braqueuet de RFI ont fait n'est pas défendable, juridiquement ou déontologiquement. Ils ont pour ainsi dire d'eux-mêmes conduit de bout en bout une enquête judiciaire. Ils ont identifié eux-mêmes un témoin parmi les condamnés fugitifs qu'ils ont interrogé sans en avoir qualité, sur antenne et à l'écran, avant de livrer eux-mêmes les conclusions sous forme de verdict aux spectateurs et auditeurs de leurs médias, désignant des coupables qu'ils n'ont pas jugé utile d'entendre, et ce concomitamment au vrai procès judiciaire qui est en train de se poursuivre sans désemparer. M. Michel et Mme Braqueuet prennent de toute évidence trop de liberté avec les principes d'une bonne administration de la justice, comme la présomption d'innocence, comme la plénitude de l'action judiciaire réservée à la seule magistrature et pas à des cinéastes ou des journalistes. Ils n'ont aucun respect pour l'indépendance du pouvoir judiciaire, rappelé du reste avec force par M. le Président de la République française, François Hollande, lorsqu'il a répondu à un dirigeant africain lui reprochant pendant le sommet de Kinshasa sa mise en cause par des juges de l'Hexagone dans l'affaire dite des biens mal acquis. Question. Peut-on, dans le même temps, promouvoir l'indépendance de la justice en France et multiplier les oukases sur un chef d'État africain pour le contraindre à faire dire le droit selon le bon vouloir d'hommes d'État et de journalistes français? Sur ce procès, dont le cours reprend aujourd'hui, le gouvernement de la République n'a rien à dire. C'est la réponse que le président a réservée au président Hollande, c'est la réponse que je confirme. La justice est indépendante et personne ne viendra remettre la justice sous la coupe de politiciens, qu'ils soient congolais ou étrangers.
Le gouvernement comprend la préoccupation de l'instance en charge de ce dossier de M. Tchébéa d'éviter toute procédure expéditive, car une justice expéditive n'est rien d'autre qu'un déni de justice. De nombreux précédents historiques fondent cette prudence observée dans ce pays et dans d'autres à cet égard. Il en fut ainsi, souvenez-vous, de l'affaire Dreyfus en France, qui mena à une condamnation infamante et injuste un jeune officier de l'armée française coupable seulement de ses origines juives, alors qu'il s'était agi d'un montage grotesque. Qui dans notre pays ne se souvient de cette autre affaire plus récente, du fameux massacre des étudiants de l'université de Lubumbashi, une affaire qui avait affaibli, sans le faire tomber, le régime du défunt président Mobutu, mais qui a plongé notre peuple dans un profond marasme socio-économique en raison de l'embargo imposé à notre pays et de la rupture de la quasi-totalité des accords de coopération qui le liaient à ses partenaires étrangers depuis lors. Ce micmac cynique du massacre des étudiants de Lubumbashi est à la base de la désarticulation du tissu économique et des structures de l'État que notre pays essaie encore aujourd'hui de conjurer. Alors qu'un seul étudiant avait perdu la vie dans une bagarre entre factions, la petite histoire nous apprend qu'un professeur de cette université, en quête d'une carte de résident en Europe, dans un pays que je ne vais pas nommer, où il était arrivé peu après les événements, s'était entendu dire qu'il ne pouvait obtenir le précieux sésame qu'à la condition sine qua non de décliner devant la presse un faux témoignage sur le prétendu massacre de plus de 60 de ses étudiants par la garde civile de Mobutu, chose qu'il fit à la satisfaction de ses commanditaires. Mesdames, Messieurs, je m'arrête là pour cet exemple. Et je reviens à vous pour dire que la plupart des Congolais qui ont suivi les entretiens de Paul Mouilambwe ou de celui qui se fait passer pour Paul Mouilambwe dans le documentaire sur Tchébéa, sur RFI et France 24 le 17 octobre, la méthodologie de Thierry Michel avant et de Stéphanie Braqueuet le 17 octobre n'est pas sans rappeler à certains égards des pratiques de lynchage médiatique qui sont aux antipodes des règles, non seulement des règles déontologiques, mais aussi des fondamentaux du fonctionnement des institutions et des organes qui les servent. J'en veux pour preuve le fait que lorsque le présumé Mouilambwe affirme avoir plus ou moins assisté à la mise à mort de notre compatriote Tchébéa, la journaliste lui demande pourquoi il n'était pas intervenu pour le sauver. Elle ignore donc que dans la police ou dans n'importe quel corps habillé du monde, on obéit aux ordres. Un point, un trait. Et qu'en admettant que les choses se soient passées de cette manière, n'ayant pas reçu l'ordre d'interférer, le major Mouilambwe ne pouvait en aucune façon le faire. Le récit servi par le Mouilambwe qui a parlé le 17 octobre est particulièrement cocasse lorsqu'il prétend avoir exigé et obtenu des explications en pleine exécution du crime par celui qu'il présente comme l'assassin de Tchébéa, le major Christian Ngoï. Mesdames, Messieurs, réfléchissons un peu. Il est tout à fait invraisemblable que l'assassin ou les assassins aient tué le chauffeur de M. Tchébéa, Fidel Bazana, pour éliminer un témoin gênant et n'aient pas fait subir le même sort au major Mouilambwe. Si tant est que, étranger au complot, il aurait eu la témérité de se présenter de sa propre initiative sur les lieux du forfait pour exiger, comme il dit, des explications aux exécutants des basses œuvres. Autre invraisemblance dans la réponse attribuée à l'exécutant Christian Ngoï, selon laquelle le général Numbi, le grand patron de la police en RDC à l'époque, se serait senti obligé d'expliquer à ce major, qui était de très loin son subalterne, que l'ordre qu'il lui donnait venait du président de la République, Joseph
Kabila Kabange. Question. L'autorité personnelle du général Numbi, général 3 étoiles, lieutenant général donc, ne suffit-elle pas pour faire exécuter un ordre par un officier qui était sous son commandement? Il est assez difficile de croire que ce général, que M. Thierry Michel et Mme Stéphanie Braqueuet dépeignent comme un chef militaire puissant sur la scène congolaise, en ait été réduit à mendier pratiquement l'exécution de son ordre auprès d'un sous-fifre, au point de devoir révéler à ce dernier que cet ordre provenait du chef de l'État en personne. Réfléchissons un peu, c'est un problème de logique. Quelle peut être en définitive la valeur des aveux recueillis sur un policier condamné et en cavale, et dont l'identité est du reste sujette à caution? Mesdames, Messieurs, l'homme que l'on présente comme témoin de l'assassinat de Floribert Chebeya a soutenu sur les antennes de RFI qu'il a répété en boucle, pour que le monde entier n'en perde une miette, que le général Numbi et le président de la République, Joseph Kabila, étaient les commanditaires de l'assassinat de Chebeya, sans que rien, dans sa propre déclaration, ne permette de dire qu'il ait vu ou entendu l'une quelconque de ces personnalités faire ou dire quoi que ce soit. Il est permis de se poser la question de la crédibilité, de la qualité de témoin que lui attribuent Michel et Braqueuet, du moins sur la partie des faits attribués au chef de la police et surtout au président de la République démocratique du Congo. Le Mouilamboué de RFI renseigne en effet qu'il n'avait vu que son collègue, le major Christian Ngoy, conduisant feu Chebeya cagoulé. Il ajoute avoir entendu Christian Ngoy, qui est un autre condamné à mort pour ce procès de Chebeya, lui dire que c'est John Numbi qui lui aurait intimé l'ordre de mise à mort et qui lui aurait dit avoir reçu cet ordre du président de la République. C'est donc un quidam qui aurait dit à un autre qu'un troisième lui aurait dit que le président lui aurait dit. C'est trop compliqué. Cet interminable chapelet de ragots venant de surcroît d'une personne condamnée au premier degré pour son rôle dans l'assassinat de Floribert Chebeya en juin 2012, méritait-il quelque considération que ce soit de la part de vrais professionnels? La question reste posée. Mais comme si le simple fait de dire les pires vilenies sur Joseph Kabila rendait une source crédible à leurs yeux, Thierry Michel et Stéphanie Braqueuet ont fait une telle confiance à leur interlocuteur qu'ils ont gobé et diffusé, sans ciller, la légende d'un écran de surveillance qui émettrait un son particulier. Hein, l'écran a sonné. Et cet écran ne sonne que lorsque la caméra à laquelle il est branché filme des images de maltraitance ou de torture. Donc si vous dansez, l'écran ne sonne pas. Mais dès que vous torturez, l'écran sonne. Un tel gadget existe peut-être déjà à la police judiciaire de Liège, chez Thierry Michel. Peut-être elle existe aussi au quai des Orfèvres où est nichée la police à Paris, mais il n'est pas certain que les services de la police nationale congolaise se le soient déjà procuré. Vous pourriez vérifier. Mesdames, Messieurs, des sources proches du quartier général de la police nient l'existence d'un tel équipement. Elles signalent qu'aucune caméra n'a jamais été installée dans le local de la réception, où le récit diffusé localise la scène macabre du meurtre par étouffement, auquel il aurait assisté par le biais de l'écran renifleur. Appelons-le comme ça, un écran renifleur qui renifle les crimes, mais pas d'autres événements. Mais la justice militaire nous en dira plus et nous ne voulons pas nous étendre davantage sur ces commentaires. Toutefois, nombreux sont ceux qui pensent à Kinshasa que les graves accusations formulées par RFI et France 24 contre le président Joseph Kabila, répercutées sans le moindre début de preuve et avec une rare légèreté, s'inscrivent dans le cadre d'une campagne délibérée de dénigrement. Un lynchage médiatique
conçu pour livrer un dirigeant africain de plus à la vindicte de l'opinion nationale et internationale, peut-être avant de lui régler son compte. Après Patrice Lumumba en 1961, souvenez-vous, le communiste, Nzé Laurent Désiré Kabila en 2001, est-ce le tour de Joseph Kabila Kabange? La question reste posée. Tout s'est passé en effet comme si le but poursuivi par ces médias publics de l'Hexagone était d'intoxiquer aussi bien la justice que l'opinion publique nationale et internationale avec une fausse information sur une culpabilité prétendue du chef de l'État de la RDC dans une affaire criminelle dans le cadre de laquelle il n'a été à aucun moment cité, ni directement ni indirectement. On se trouve face à un cas d'école d'instrumentalisation de médias étrangers auxquels nous avons ouvert nos fréquences de bonne foi dans un souci de rendre l'information plurielle pour déstabiliser nos institutions et leurs animateurs. Cela n'est pas acceptable pour le gouvernement. La République démocratique du Congo et son peuple ont, depuis les années d'indépendance, déjà payé un lourd tribut en vies humaines pour s'affranchir du colonialisme et de tout ce qui, de près ou de loin, s'apparente au néocolonialisme. Et c'est le cas de cette survivance anachronique que l'on a surnommée dans notre espace la France-Afrique. Un dysfonctionnement relationnel dont 3 chefs d'État français ont annoncé l'enterrement sans que nous en voyions des effets sur nos relations quotidiennes. Mesdames, Messieurs, selon les dernières informations parvenues au gouvernement depuis quelques jours, des doutes sérieux viennent de surgir sur l'identité de la personne qui a parlé sur RFI et France 24 en se présentant comme le major Paul Mwilambwe. Des officiers connaissant bien le major en fuite avaient déjà alerté la justice en entendant la diction continue et fluide de celui que Thierry Michel présentait comme leur collègue, Paul Mwilambwe, pourtant affublé d'un bégaiement aggravé dans son élocution. Depuis Lubumbashi où elle vit, la famille biologique de Paul Mwilambwe vient de jeter à son tour un pavé dans la mare en dénonçant ce qui lui apparaît comme une substitution de personne. Après avoir suivi l'interview de Mwilambwe sur RFI, ses grands-parents, son cousin, son oncle et plusieurs autres membres de sa famille ont approché la RTNC Katanga pour dénoncer sans ambages le subterfuge. La volubilité de celui qui se présente comme le major Paul Mwilambwe les avait surpris, car leur petit-fils, neveu, cousin, Paul Mwilambwe était incapable d'aligner 2 mots sans s'empêtrer dans le halètement caractéristique des grands bègues. Et je cite l'un d'entre eux, « Ce monsieur qui parle à la radio n'est pas Paul. » Nous demandons à ceux qui ont organisé cette tricherie de nous dire où se trouve notre frère disparu depuis 2 ans. Fin de citation. Et si les services techniques sont prêts, je vais demander que l'on éteigne pour qu'ensemble nous suivions la déclaration de quelques membres de la famille de Paul Mwilambwe. Déclaration de la famille du major Paul Mwilambwe. Nous, membres de la famille biologique du major Paul Mwilambwe, avions suivi, non sans intérêt et indignation, les déclarations attribuées à notre fils, petit-fils, frère et mari Paul Mwilambwe Londé par les médias étrangers, lesquels étaient relayés par des maisons de presse locales. La voix, l'allocution est encore moins les Français, ont suscité beaucoup d'interrogations et des doutes sur l'authentification de notre fils porté disparu il y a plus de 2 ans. Nous n'aimerions pas que notre fils serve de bouc émissaire aux personnes mal intentionnées cherchant à assouvir leur ardeur politique. Et s'il en est ainsi, la famille demande à ceux qui détiennent des informations sur sa position
de l'aider à les récupérer afin que notre fils vienne répondre devant la justice de faits qui lui sont reprochés, de telle sorte que la paix sociale et le respect mutuel soient établis dans les chefs de toutes les personnes concernées. Fait à Lubumbashi, la famille du Major Paul Mulambwe. L'oncle paternel du Major Paul Mulambwe s'est exprimé en dialecte Kiluba parlé dans son nord Katanga natal. C'est la perplexité de la famille devant ce qui apparaît comme un montage grossier. Ibatwe bambutuile ba Major Mulambwe Paul. Ibine timwevane déclaration ya kuyukamba mwana imukwachibwe kaji kamwekele tambila tu ke miaka ibiji mitunturu presque que tuyukile mwana si ujikwe. Alors kuya kuimvana mu ma presse étrangère amba Mulambwe ya utela bintu bya hichile inoko hakuimvana jiwi janje ne mwisambila wanje antuka tu va mettre en doute que tu dis sur amba ibine bine yi normal et alors tu va lombe si effectivement il y a mulonge bya bintu wafanyine boba baina ba yuki lamba kwaji kuno manda jusqu'à présent que tu yuki lamba mwana si mufwe si ugijimumi si ujikwe bato que tu yuki ika kumvana kuma radio si kujibo aba yuki lamba mwana ujifasi fulani bamukwate bayi bamutole ku justice bamusambishe byaba byonso byaba mu reproche mais kwa kumvana jiwi ne byonso bya longele bya kuye locution yanje ou radio, en tout cas, tout le monde mettre en doute. Donc, Nancy, l'émotion de la famille biologique du Major en fuite Paul Mulambwe est exprimée par sa famille si présente. Misisi jamaa ya mtoto Major Mulambwe Paul. Mtoto huyu anatuangaisha tangu siku nyingi haonekani, lakini tulisikia katika maradio ya kigeni wanasema kama mtoto alisema maneno na kutaja mambo mingi kwa ajili ya kukimbia kwake ama kufa kwake. Lakini sisi wakati tuliposikia ilitugusa sana muroho, kwa sababu mtoto anakuwa miaka miwili, na wakati tulifuata ile sauti tuliona kama sauti hii haielekei na mtoto wetu. Kumbe tunahakikisha tunaomba, sisi hatubishe, tunaomba kama wale wote waliosema na wenye kujua fasi iko mtoto huyo, tunebalilia bamkamate baye naye tumuone leta amusambishe. Mesdames, Messieurs, tant d'incohérences, tant d'approximations font penser à une mise en scène par Thierry Michel, aussi bien que Stéphanie Braquet de RFI. L'interview du présumé Mulambwe résulterait dans cette hypothèse d'un arrangement proposé à n'importe quel demandeur d'asile dans un pays occidental comme condition pour lui faciliter le voyage du pays africain où il se trouve vers le paradis entre guillemets de l'exil et de l'assister dans les démarches en vue de régulariser sa situation et légaliser son séjour. Exactement ce qui a été proposé à ce professeur de l'université de Lubumbashi en 90 pour enfoncer le régime de Mobutu qui n'a pas été enfoncé malgré cela. L'objectif paraît être de compléter utilement le tableau d'infamie pour discréditer l'indocile président Joseph Kabila et donner une justification morale à tous ceux qui pourraient se charger de le neutraliser, comme ce fut le cas avec Patrice Lumumba, comme ce fut le cas avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Enfin, on peut relever que le prétexte Tchébéa, dont veulent se servir certains en Occident pour diaboliser le président Joseph Kabila, se fonde sur une fausse prémisse.
due à une totale méconnaissance du contexte. Celle qui consiste à croire que l'activiste des droits de l'homme, assassiné en juin 2010, et son organisation, la Voix des Sans-Voix, disposaient de révélations fort gênantes pour les autorités congolaises, on l'a dit, sur les affaires dites Bundu Dia Congo au Bas-Congo et Enyele dans l'Équateur. Des renseignements que pour rien au monde, selon cette acception, le gouvernement Kabila n'aurait tenu à voir divulgué. Fausse prémisse, parce qu'il est totalement erroné de croire que sur ces deux affaires, donc Bundu Dia Congo et Enyele, des organisations autrement mieux fournies, mieux outillées, mieux structurées que l'ONG La Voix des Sans-Voix, comme la section des droits de l'homme de la MONUSCO ou Human Rights Watch, avaient consacré des rapports plus que détaillés qui ont permis au gouvernement d'appréhender et faire juger plusieurs officiers de la police nationale ainsi que quelques terroristes du mouvement Bundu Dia Congo. Il serait donc très étonnant que la Voix des Sans-Voix fasse mieux que la MONUSCO ou Human Rights Watch si longtemps après les faits. Du reste, posons-nous la question, aujourd'hui, plus de 2 ans après l'assassinat de notre compatriote Tchébéa, ni Thierry Michel, ni Stéphane Braquet, ni l'organisation de la Voix des Sans-Voix ne sont en mesure de dire ce que seraient devenues ces si accablantes révélations pour lesquelles le militant aurait été, entre guillemets, tué par le président Kabila. Et nul ne croira que M. Tchébéa ait pu se rendre à son rendez-vous fatal, si rendez-vous il y a eu, parce que le général Noumbini lui avoir fixé rendez-vous, sans en confier quelques exemplaires à des mains sûres. On peut alors se poser la question de savoir pourquoi ce rapport n'a jamais été publié depuis lors, ou à tout le moins versé au dossier en instruction à la cour militaire où il aurait pu éclairer les débats. La question reste là aussi posée. Mais il n'est pas impossible, et je vais m'arrêter là, que Thierry Michel et Stéphanie Braquet aient été abusés. C'est une hypothèse, du fait de leur propension à céder à cette forme d'illusion du savoir immédiat qui entraîne certains acteurs de médias peu rigoureux à des contradictions flagrantes et des appréciations complètement erronées des faits abordés avec les œillères de la passion ou des intérêts particuliers. Les dernières conclusions du procès que nous devons laisser la justice congolaise mener seule jusqu'à son terme, nous le dirons. Je vous remercie et je me mets à votre disposition pour des questions de clarification éventuelles. D'abord, Merci, Élisée Odia de Congo Web. C'est par rapport à la dernière partie de votre intervention. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui, selon vous, selon le gouvernement, prouverait que la famille de Mulambwe, à la star du vrai faux Mulambwe présenté par RFI ou Thierry Michel, ne serait-elle même pas aussi instrumentalisée, puisqu'elle aussi vient de faire une déclaration? Il faut passer à Télé 50. Monsieur le ministre, Patin Kéré pour Télé 50, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la vraie crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Est-ce qu'il y a rupture diplomatique? Pourquoi on ne retire pas carrément les ambassadeurs? On voit déjà des prémices, par exemple la fermeture des frontières. Est-ce qu'on tend vers une crise? La fermeture de la frontière de Gisenyi. Vous me gardez ce micro-là. Kamanda RFI, Monsieur le ministre, est-ce que, à l'instar de ce que la RTNC Katanga a fait, est-il arrivé à l'esprit des dirigeants ou de responsables de la justice de vérifier un peu le contenu des déclarations de ce Mulambwe, entre guillemets, dont vous doutez l'existence? Merci. Julie Sefou Biwan, le Rwanda est, malgré toutes nos lamentations,
accepté, admis comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Mais à côté de ça aussi, le M23, au même moment, s'est mis aussi en fraction politique et menace de prendre Goma au cas où. Mais est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'en tient toujours à sa position de ne jamais négocier, mais au cas où il aurait changé d'idée, ce serait à quelles conditions? La référence plus. Non, plutôt à Colombe. Benjamin Yogolelo pour la Colombe. Monsieur le ministre, tout ce que vous dites sur France 24 et RFI, est-ce que vous n'allez pas jusqu'à leur retirer la possibilité de continuer à couvrir l'actualité dans notre pays? Merci. C'est la dernière intervention pour le premier groupe. Merci. Voilà, la première question sur la preuve que la famille ne serait pas instrumentalisée. Écoutez, nous portons à votre connaissance la réaction d'une famille congolaise à un événement qui concerne un de ses membres. Nous n'avons pas la prétention d'être une institution judiciaire chargée de prouver la réalité ou le mensonge d'une prétention. Je dirais même que cette famille congolaise a le droit de s'exprimer de la même façon que Thierry Michel ou Madame Braquet. Pourquoi vous n'avez pas posé cette question lorsque Thierry Michel est venu ici avec ses gros sabots démontrer des verdicts, etc. Pourquoi seulement quand une famille congolaise s'exprime, on va soulever la question de sa réalité? Mettons tout cela à la disposition des instances judiciaires et laissons-les juger. Ce que nous reprochons à nos amis français, c'est qu'ils veulent se substituer aux juges. Ils déclarent des verdicts, ils désignent des coupables. Or, c'est un privilège qui est réservé à des juges dans un état de droit. En tout cas, en France, c'est comme ça. Mais ils donnent l'impression que pour eux, au Congo, un journaliste venu de France peut désigner des coupables, alors que c'est interdit dans un état de droit. Donc, ce que cette famille dit, on ne va pas dire que c'est parole d'évangile, tout comme ce que Braquet et Thierry Michel disent, ce n'est pas parole d'évangile, jusqu'à ce que la vérité judiciaire va nous désigner exactement qui est considéré comme ou qui sont considérés comme les coupables. C'est un élément nouveau qui s'ajoute au dossier. Il y a des doutes et je vous rappelle que cette famille n'est pas la seule à mettre en doute l'identité de cette personne. Des collègues de celui qui est présenté là-bas comme prenant la parole ont déjà fait des déclarations à la justice pour dire « nous ne sommes pas sûrs que c'est lui ». À moins qu'il y ait une clinique pour soigner les grands bégaiements, une clinique orthophonique, et qui a fait des miracles, et que quelqu'un à cet âge-là est complètement guéri, et parle le français avec cette fluence, cette fluidité, ce n'est pas lui. Et la famille vient ajouter, puisque la famille certainement n'a pas eu l'occasion de suivre le film, peut-être la police ici, si, mais la famille a entendu sur RFI, pourquoi voulez-vous créer une polémique? Laissons la justice décider si c'est le vrai Mwilambwe. Et ce qui aurait permis de faciliter les choses et donc de répondre à votre question, c'est une coopération entre ces journalistes qui auraient vu le vrai Mwilambwe, le grand témoin, avec la justice. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est la vérité. La vérité vient d'où? Ce n'est pas des journalistes. Voilà, nous nous permettons de contester ce qu'ils disent, parce qu'ils n'ont pas qualité pour donner la vérité. Dites-vous bien que si c'est un juge qui avait dit cela, je ne me serais pas permis tous ces commentaires. Donc, pourquoi ils ne mettent pas ces informations à la disposition de la justice? Pourquoi ne pas dire à la justice où se trouve le témoin? Ce n'est pas pour qu'on aille l'enlever ou l'arrêter. On peut tout au plus, si il est réfugié dans un pays, organiser une commission rogatoire. Demander à un juge dans ce pays-là d'aller l'entendre. À ce moment-là, c'est un document qui peut valoir devant la justice. Mais un écrit dans la presse, tout ça, je pense que la justice a ses exigences. C'est tout ce que nous demandons. Même ces gens, s'ils estiment que la voix qu'ils entendent n'est pas la bonne, je suis sûr que la justice peut demander à un juge militaire à Lubumbashi de les entendre. Ça sera une pièce au dossier. Donc il ne faut pas mépriser les Congolais parce qu'ils sont Congolais et donner de la crédibilité à des Français parce qu'ils sont Français. Non, ces gens sont plus concernés dans ce procès que
ceux qui écrivent à partir de la France. Je vous assure qu'ils n'ont que faire du pauvre Tchebeya. Les raisons sont ailleurs. S'ils ont vraiment cette solidarité avec les Congolais et ces milliers qu'on tue au Kivu, où est-ce que vous avez vu une solidarité de Braquet et de Thierry Michel? C'est parce qu'ici, le président Kabila est indexé, on veut régler un compte. Donc il faut faire un peu preuve d'un peu de logique. Il y a donc possibilité d'instrumentalisation dans tous les cas. Il n'y a que les juges qui peuvent nous donner la vérité. Il faut que les Français cessent de mépriser notre justice. Deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une vraie crise entre le Rwanda et la RDC? Bien sûr qu'il y a une vraie crise. Ce n'est pas une crise pour rire. Lorsqu'un pays est agressé, les choses sont très sérieuses. Dans la recherche des solutions, nous n'avons jamais renoncé à l'option diplomatique qui est la moins coûteuse. On vous l'a déjà dit, rien n'a changé. Et si nous prenons des mesures, on n'a pas fermé la frontière de Gisenyi. On a dit qu'entre 18h et 6h, la frontière sera fermée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre 6h et 18h, la frontière est ouverte. Il faut que les Congolais qui vont à l'école à Gisenyi, les Rwandais qui vont à l'école à Goma puissent circuler. Il y a des commerçants qui travaillent à Gisenyi, qui sont Congolais, et il y a des commerçants qui travaillent à Goma, qui sont Rwandais. Donc ce n'est pas encore la guerre qui est déclarée pour nous. Nous voulons simplement mettre fin à une situation d'agression. Ça va évoluer. Jusqu'à présent, le Congo a fait preuve de retenue, et donc ne précipitons pas les choses. S'il faut rappeler les ambassadeurs, le gouvernement se réunira, le président expliquera sa position, peut-être l'Assemblée nationale sera associée à la réflexion, et une décision sera prise. Nous ne proclamons pas la guerre comme ça, il y a des dispositions prévues dans la Constitution pour déclarer la guerre. L'Assemblée nationale est impliquée, le Sénat est impliqué, le gouvernement et le président alors et alors seulement déclarent la guerre. Nous n'en sommes pas encore là. La question de RFI, est-ce qu'il est arrivé à l'esprit de vérifier le contenu de déclaration de celui qui se présente comme Wilambwe? Je crois que oui. D'après les informations qui nous sont parvenues, il y a des choses qui ont été vérifiées et qui ne conforment pas, qui ne se confortent pas à une réalité. Cette ferme de Numbi à Mitendi, mais on ne la localise pas, puisque l'intéressé dit qu'il n'a aucune activité agricole dans la ville-province de Kinshasa. Alors, ceux qui disent qu'il a une ferme où il a enterré Tchebeya, où il a enterré Tchebeya ou Bazana, refuse d'indiquer l'endroit. Ils vont répondre à la cour militaire, non, le parquet doit faire son travail. Mais qu'est-ce que c'est? Vous venez avec une information et vous ne la détaillez pas, vous ne la documentez pas. C'est finalement quelque chose qui ne peut pas être pris au sérieux. Donc il faut dire qu'il y a une ferme, il faut la localiser, faute de papier, puisqu'ils ont vérifié d'après ce que nous avons appris dans les services de cadastre, etc. On n'a pas de traces. Alors donnez au moins le nom de quelques fermiers qui sont voisins. À partir de là, on peut toujours trouver rien. Non, 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 le parquet doit faire son travail, ce n'est pas nous à travailler pour vous. Donc on comprend que c'est des choses qui sont lancées comme ça, pour simplement faire illusion. Les informations ne pèsent pas. Nous cherchons des informations qui nous permettent d'aller à la vérité. Toute justice cherche la vérité. La justice n'est pas là pour faire plaisir à la famille de la victime. La justice n'est pas là pour faire plaisir aux journalistes français. La justice n'est pas là pour faire plaisir au président Kabila ou à John Numbi ou à qui que ce soit. C'est la vérité qui est recherchée. Et pour donner l'occasion à la justice de trouver la vérité, il faut la documenter. Vous dites, on a enterré Bazana dans une ferme de John Numbi. Mais vous ne pouvez pas seulement savoir qu'on a enterré dans une ferme et vous ne savez même pas localiser là où on a enterré, parce que vous devez avoir l'information détaillée. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui ne correspondent pas. Mais la justice confirmera toutes ces choses-là. Nous, ce sont des bribes qui nous parviennent et qui nous permettent, comme intellectuels seulement, de poser des questions. Vous avez vu que souvent nous posons des questions. Et les réponses, c'est ceux qui viennent avec des affirmations. Ah, Kabila a ordonné. Ah, Numbi a ordonné. Mais c'est à eux à fournir des détails qui permettraient à la justice de remonter jusqu'à ceux qu'ils appellent les commanditaires. Le Rwanda est au Conseil de sécurité. Quatrième question. Le M23 change de nom, menace Goma. Est-ce que cela n'a pas amené le gouvernement à changer de position? Tout d'abord, je ne sais pas si vous suivez ce dossier. Est-ce que c'est la première fois que le M23 menace Goma?
Si une menace devait être suivie des faits chaque fois, je pense que le M23 serait à Kinshasa déjà. Donc ce n'est pas la première fois, c'est d'une banalité. C'est leur propagande quotidienne, faire peur aux Congolais. Ils n'ont pas d'autre arme que de terroriser leurs propres concitoyens pour exécuter les desseins de ceux qui les envoient. Parce que pour mettre un peuple à genoux, lui faire peur, c'est une bonne stratégie. Donc on va prendre Goma, ceci, cela, changer de nom. Mais pourquoi changer de nom? Si leurs objectifs sont avouables, pourquoi ils sentent la nécessité de changer de nom? C'est parce qu'ils sentent, le Rwanda a senti qu'il a été percé à jour, qu'on a compris son problème. Alors tout est fait maintenant pour donner une couleur locale. En commençant par ce changement de dénomination où il faut absolument qu'on retrouve Congo. C'est infantile, c'est dérisoire, c'est même ridicule. Est-ce que le fait de mettre Congo va changer la perception de nous les Congolais, du monde entier qui a compris que c'est James Kabarebe qui commande directement cette rébellion? Donc c'est pour moi une action tout à fait dérisoire qui ne change rien à notre position. Est-ce que c'est aujourd'hui que le M23 demande des négociations avec le gouvernement? Depuis sa création par le Rwanda, l'objectif était d'obtenir la poursuite de ces erreurs que nous avions commises avec le CNDP. Nous croyions parler à des compatriotes qui ont des choses à revendiquer. En réalité, nous parlions à des forces par procuration d'un État étranger qui voulait maintenir sa domination sur nous. Alors cette erreur-là, nous l'avons dit hier, nous ne la recommettrons pas. Je le dis encore aujourd'hui, nous ne la recommettrons pas. Donc il n'y a pas de négociation entre le gouvernement et le M23. Parce que le M23 n'est pas une réalité. Le M23 est une fiction que les agresseurs du Congo ont créée pour cacher leur agression. Et on ne négocie pas avec une fiction, on négocie avec le vrai agresseur. Et c'est ce que nous sommes occupés à faire dans le cadre de la CIRGL. Donc il n'y aura pas de négociation avec eux. Cinquième question de Benjamin de la Colombe. Si notre mécontentement sera suivi d'une rupture de signal, pourquoi voulez-vous qu'on coupe le signal? Nous disons que nous n'acceptons pas, nous ne sommes pas d'accord. Vous croyez qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord sans couper le signal? Nous disons nous ne sommes pas d'accord, nous disons ils sont au courant que nous ne sommes pas d'accord. C'est ça la position aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Nous avons même envoyé notre démenti, nous espérons que ce que nous disons ici sera relayé. Mais dire qu'on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'on va couper le signal. Non, je pense que c'est deux choses différentes. Merci. Espère Africa TV. J'ai quelques petites préoccupations. Si la modération va m'accorder de pouvoir poser 3 questions. D'abord, quel avenir doit-on croire en la coopération entre la RDC et la France s'il est avéré que le pouvoir de Paris n'est pas d'accord avec le président Kabila, sachant déjà qu'il y a d'aide au développement apportée par la France? Le député national... Il y a d'aide au développement... Sachant qu'il y a de l'aide au développement apportée par la France à Kinshasa. Le député national Roger Lumbala est sollicité à l'Assemblée nationale, mais il demande la sécurité de la part du gouvernement. Est-ce que cela sera possible pour lui accorder la sécurité qu'il est en train de solliciter? Dernière question, Monsieur le ministre, face à tous ces soupçons qui pèsent désormais sur Kampala dans la déstabilisation de l'Est de la RDC, est-ce que Kinshasa ne peut pas carrément récuser le président de l'Ouganda dans toutes les démarches et des négociations pour le rétablissement de la paix? Merci. Adia Chipuku, Agence France Presse. Monsieur le ministre, là, on vient de suivre ensemble le témoignage de la famille de Mwilambwe. Et cette famille fait sa déclaration sur base d'éléments sonores. Or, nous sommes tous de la presse. Nous savons que lorsqu'il y a des hésitations et qu'on vous donne 30 secondes pour un son, on doit enlever les hésitations dans le montage. Alors, la question c'est, est-ce que vous pensez que cet argument basé sur cet élément de son et sur la voix, sachant que dans la presse, parfois, on altère aussi la voix pour qu'on ne reconnaisse pas la personne qui parle. Est-ce que vous pensez que c'est crédible, leur déclaration? Et ma deuxième question, c'est que vous avez déploré l'admission du Rwanda comme membre non permanent au Conseil aux Nations Unies. Alors, vous dites aussi que ce pays pouvait ne pas accéder à ce poste. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va faire quelque chose pour que le Rwanda ne soit plus membre permanent, ou bien est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement une contradiction, le fait de déplorer
accession et de dire à la fois que c'était une condition inévitable, sine qua non, que le Rwanda soit membre non permanent du Conseil de sécurité. Merci. Ça va. Nous passons le micro à la presse. Merci bien, Monsieur le ministre. Monsieur Jean-Richard Cœur des Lions Kachita, pour le compte de la presse katangaise, la radio Phoenix, la chaîne de l'Université de Lubumbashi et le Projecteur Magazine. Monsieur le ministre, la question qui me fait perdre le flegme est que vous, le gouvernement, vous doutez les insinuations, les dépositions faites sur RFI, France 24 par le major Paul Mouilambwe. Mais est-ce que le gouvernement peut nous dire où se trouve Paul Mouilambwe? Parce que même la famille ignore là où sa famille, sur les déclarations que nous venons de vivre sur RTNC Katanga, sa famille propre ignore là où il se retrouve. Pouvez-vous nous dire où il est? Et une autre question qui fait couler beaucoup d'encre au Katanga, à Lubumbashi, nous vivons depuis un certain temps une guerre. Une guerre entre deux gros calibres de la majorité présidentielle. J'ai cité le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, le bâtonnier Jean-Claude Mouilambwe. Une guerre des lettres et des mots au Katanga. Qu'est-ce que la haute hiérarchie de la majorité présidentielle est en train de faire pour arrêter cette guerre? Ou vous vous attendez à des pires pour intervenir plus tard? Une autre question, pourquoi le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou, je l'ai suivi ce matin, a intervenu sur une chaîne nationale, qu'il a donné des instructions pour fermer une des frontières entre Goma et Rwanda. Donc, à partir de 6 heures, on ouvre, 18 heures, on ferme. Les raisons, c'est pour empêcher à ce qu'il y ait des intrus qui entrent au Congo. Est-ce que vous trouvez que c'est de la solution? Parce que pendant les jours, les intrus peuvent toujours entrer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Eliezer Tamboué, Manamboka. Monsieur le ministre, j'aimerais moi poser la question à Lingala, vous, si vous me le permettez. Mutuna nanga ya liboso ezaboye nayoki outi correspondre na mutuna ya ndeko télé 50 nalingina yeba monsieur le ministre bozali kozela ba congolais boni bakufa ba congolais boni ba violer bango bongo sima bino boya ko déclarer bitumba o bolingi ko déclarer te Yami Balé, monsieur le ministre, est-ce que au côté koyebisa biso parce que yoza juriste balobaka que l'intérêt c'est la mesure d'action. Au côté koyebisa ba imboka après francophonie parce que francophonie bien sûr et puis ça qui m'a bien abaoyo bazala ki koyoka te parce que ba mona ika buka balobi francophonie. Si ma francophonie au côté koyebisa ba congolais nini Congo est gagné concrètement na kata francophonie. Et puis nasuka tout le monde quand même le gouvernement bosali effort bobongisi ndenge tozali komona échangeur parler du peuple côté ya stade bisika ba shege bazali koboto la batu biloko mais bozui mesure nini pour que bisika wana bobongisi etikala ndenge ezali wana pour que lobby to mona lisusu busoto ezonga te parce que tobongisa ki pona francophonie. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Richard Chako, RTGR. Par rapport au rapport des experts des Nations Unies, vous dites que le gouvernement congolais attend des explications de l'Ouganda. Qu'est-ce que vous voulez que l'Ouganda dise à la RDC? Est-ce que vous attendez à ce que l'Ouganda dise que je ne suis pas impliqué dans la crise de l'Est? De deux, si jamais l'Ouganda vous donnez une réponse qui ne vous satisfait pas, est-ce que la RDC aura toujours foi en la CIRGL qui est présidée par Yoweri Museveni, dont son pays est cité dans le rapport des experts des Nations Unies? Merci.
Monsieur le ministre, permettez que je revienne. Je reviens encore sur l'aspect Mouilambwe. À ma connaissance, ou peut-être que j'avais mal entendu, Mouilambwe, Christian Ngoy ont été élevés au grade de colonel pendant le déroulement du procès, mais vous continuez toujours à parler de major. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu une ordonnance là-dessus. Et parce que vous savez, enfin je ne dis pas vous savez, parce qu'on sait situer où se trouve Christian Ngoy. Vous avez évoqué tout à l'heure la commission rogatoire. Pourquoi on ne peut pas la faire pour Christian Ngoy qui en ce moment se trouve au Rwanda? Son Excellence, c'est la dernière intervention et le dernier groupe. Merci. On n'intervient plus pour aujourd'hui. Alors, la première question de ce groupe, c'est Africa TV. L'avenir des relations entre la France et la République démocratique du Congo, ma foi, j'ai toujours dit que nous avons un président vacciné contre des comportements désobligeants que l'on peut recevoir comme homme d'État. J'ai rappelé lors de ma conférence qui précédait le sommet de la francophonie que ce que le président Kabila recevait quotidiennement comme propos désobligeants de la part de l'opposition, ici en République démocratique du Congo, était de loin beaucoup plus lourd, beaucoup plus frustrant que les mots que le président François Hollande a eus, ou même que les reportages que nous avons suivis. Ici, c'est parce que professionnellement, nous devrons remettre les choses en place, mais nous supportons beaucoup, nous avons la tolérance comme une vertu, et donc ce n'est pas parce que le président a été l'objet de ces pratiques désobligeantes que nous allons décider qu'il n'y a pas d'avenir entre la France et la République démocratique du Congo. La France, ce n'est pas François Hollande. Il y a quelques mois, c'est un autre qui était à la tête de la France. Il y a 10 ans, même celui-là n'y était pas. Il y a quelques années, Kabila n'était pas à la tête du Congo. Dans quelques années, il n'y sera plus. Mais les peuples restent et nous devons préserver la qualité des relations entre nos populations. Il n'y a donc pas, en l'état actuel de la situation, de menaces sur ce que vous appelez l'avenir des relations entre nous et la France. Quant à l'aide au développement, je pense que la France peut accorder à un pays comme le nôtre, comme à tout autre pays, l'aide au développement que la France veut lui accorder. Nous n'avons pas à aller dicter à la France ce qu'elle doit nous donner. Si ma mémoire est exacte, il y a même un sérieux rabotage de la part du budget français réservé à l'aide au développement. Des critiques ont fusé d'ailleurs au Parlement français. Et donc ce n'est pas l'aide au développement qui va nous amener à accepter ce qui est inacceptable. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des propos désobligeants que nous allons renoncer à l'aide au développement. Les choses continuent, mais dites-vous bien que chaque fois qu'on s'écartera des principes qui dictent les relations entre États, le respect mutuel, l'égalité souveraine entre États, nous élèverons la voix. Et si quelqu'un estime que parce que nous avons élevé la voix, il va retirer l'aide au développement, je vous répète ma phrase, mon slogan, le ciel ne nous tombera pas sur la tête. La deuxième question que vous avez posée, c'est l'honorable Roger Lumbala, convoqué par l'Assemblée, qui demande la sécurité au gouvernement. Je pense qu'il a demandé la sécurité à la MONUSCO et à une autre structure. Et au Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés, parce qu'il est demandeur d'asile maintenant en France. Donc ce n'est pas au gouvernement qui s'est adressé, et je pense que, comme parlementaire moi-même, avant de venir au gouvernement, je ne m'explique pas cette réticence, puisque même l'honorable Diomi qui est ici à Kinshasa n'est pas menacé, il n'est pas arrêté. Il a voulu faire son cinéma en faisant semblant d'avoir été enlevé. Puis lorsqu'il a appris que le président Hollande venait dans cette polémique, il est sorti de lui-même. Mais il ne lui est rien arrivé tant que le Parlement n'a pas autorisé, et le Parlement n'autorise pas à la légère. Tant que le Parlement n'est pas autorisé, n'a pas autorisé les poursuites, il ne sera pas inquiété. Donc, si il estime qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il peut en convaincre ses collègues parlementaires, il n'y a réellement aucune raison pour qu'il puisse craindre d'être arrêté
par le gouvernement ou je ne sais qui. Le gouvernement ne peut pas arrêter un parlementaire sans l'autorisation du Parlement, sinon Diomi serait en prison au moment où nous parlons. Donc on attendra toujours que le Parlement lève les immunités, et le Parlement ne peut lever les immunités que s'il est convaincu, lui le Parlement, qu'il y a matière à lever les immunités. Donc c'est une démarche qui me paraît tout à fait injustifiée, à mon point de vue, de la part de cet honorable député. Face aux soupçons sur Kampala, est-ce qu'il ne faut pas récuser Kampala comme médiateur? Je vais vous dire une chose. Kampala n'est pas médiateur du fait d'un acte de volonté de la République démocratique du Congo. Kampala n'est pas médiateur du fait d'une candidature que Kampala aurait posée pour être médiateur et qui aurait été acceptée par la CIRGL. Non. Kampala est médiateur en qualité de président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est un mandat. Il se termine en décembre. Il ne faut pas s'agiter. En décembre, le président Museveni ne sera plus président de la CIRGL. Un autre président sera président de la CIRGL. Si je n'ai pas confondu mes listes, c'est le président Kabila qui va prendre la tête de la CIRGL. Est-ce qu'il va faire la médiation entre lui-même et le Rwanda? Non, je pense qu'on pourra trouver un autre chef d'État, mais c'est toujours le président d'une organisation régionale qui abrite et qui gère les conflits entre deux pays qui appartiennent à la même région. C'est donc escalité que le président Museveni est là, donc nous n'avons ni à pas le récuser, ni à le récuser. C'est des responsabilités qu'il a exercées en tant que président de la CIRGL, puisque c'était son titre. C'est des fonctions qu'on exerce à tour de rôle. La question de Adia, on aurait altéré la voix. Nous n'avons pas cette impression. Nous sommes tous plus ou moins professionnels. Nous avons des professionnels qui travaillent avec nous. On a altéré le visage. La voix n'était pas altérée. Donc il faut vraiment dire aux amis qu'ils travaillent un peu plus professionnellement. Deuxièmement, on ne peut pas altérer un bégaiement. Ça, c'est totalement impossible. Vous dites, on ramasse les choses. Non, un bégaiement, ça ne s'altère pas. Si pour dire Paul, vous avez besoin de répéter 2 ou 3 fois, on va sentir que vous avez bégayé. Or là, il y a une fluidité continue. Il n'y a aucune interruption, il n'y a rien. C'est ça qui a alerté même ses collègues. Donc vous avez beau altérer la voix, on sentira qu'il y a un bégaiement. Et ça manque. Mais nous ne disons pas que c'est parole d'évangile. Tout cela doit être soumis au juge. Alors, la question que nous nous posons, si on n'a pas voulu simplement mystifier avec des motivations cachées, pourquoi cacher le visage de quelqu'un dont les services à Kinshasa ont la photo? Parce que Mwilambwe, c'était un major de la police, il est passé par l'identification biométrique, on a sa photo. Alors vous cachez ça, pourquoi? Pour que qui ne le reconnaisse pas. Pour que qui ne le reconnaisse pas. Si nous voulons publier les photos de Mwilambwe ici, demain, toute la presse aura sa photo. Donc on comprend bien qu'il y avait une intention de mystifier. Il faut cacher, sinon, mais qui ne connaît pas le visage de Mwilambwe? Quelle autorité ici peut demander, si j'ai un téléphone à la police, on va m'amener sa photo immédiatement? Donc je ne vois pas ces besoins de mystifier, sinon l'intention de nuire, pour montrer que non, il faut protéger ce type, parce que s'il rentre, on va lui faire du tort. Mais il est déjà condamné à mort. Alors cette mystification-là, nous ne nous l'expliquons pas, et donc il y a des doutes sur le personnage. La guerre, vous dites... non, d'abord vous nous demandez si le Rwanda, si nous pensons que le Rwanda n'aurait pas dû accéder à ce poste, et qu'en même temps nous disons que c'était difficile de l'éviter. Mais je ne vois pas où est la contradiction. Je ne vois certainement pas où est la contradiction. Je peux aujourd'hui dire qu'il pleut dehors et j'ai envie d'organiser une fête. Le fait de dire que cette pluie nous embête et nous empêche d'organiser la fête que nous voulions organiser ne fait pas de moi un complice de celui qui crée la pluie. Je constate qu'il était difficile d'empêcher le Rwanda d'occuper ce siège. Parce que quand on est un candidat unique et qu'un siège doit être occupé, c'est difficile dans une organisation lourde comme les Nations Unies de bloquer tout le processus, de dire non, que l'Afrique n'ait pas de représentant jusqu'à ce qu'on aura un autre candidat de l'Afrique de l'Est. C'était difficile. Je le constate, j'analyse les faits avec vous, tout en vous disant c'est regrettable, c'est déplorable qu'il en soit ainsi.
Je ne peux pas me dire simplement que c'est ce que nous voulons qui doit être fait. Nous pouvons vouloir une chose, mais ce que nous voulons ne s'est pas réalisé et qu'il était difficile de le réaliser. Nous devons le dire. Nous devons être sincères dans nos analyses et faire la part des choses entre nos sentiments et la réalité. C'est ça la transparence aussi. La question de Kashita de Radio Phoenix, des déclarations faites par Mwilambwe sur RFI, nous en doutons. Mais est-ce que nous pouvons dire où est Mwilambwe? La première chose que je peux dire, c'est que notre souhait à nous, parce que c'est nous qui avons l'administration des lieux de détention, c'est le ministre de la Justice qui gère les prisons, nous aurions souhaité que Mwilambwe soit en prison, parce que c'est là où la justice a décidé qu'il soit. Et Mwilambwe a échappé à son sort en s'enfuyant. Dites-vous bien que si nous savions là où il était, et si nous avions de l'autorité là où il était, c'est-à-dire en territoire congolais, nous l'aurions appréhendé pour l'amener là où il doit être, c'est-à-dire en prison, et devant ses juges, parce qu'il y a une seconde procédure qui se tient, et ça aurait été dans son intérêt. S'il a des dénégations à faire, c'est devant les juges qui doit le faire. C'est totalement inutile pour lui d'aller se justifier devant Thierry Michel, devant Stéphanie Braquet, comme si ceux-là avaient un rôle quelconque à jouer dans la décision que la justice va prendre en seconde lecture. Donc nous ne savons pas là où est Mwilambwe. Ceux qui savent là où est Mwilambwe, qui disent qu'ils savent, c'est Thierry Michel et Stéphanie Braquet. Et nous aurions voulu qu'ils partagent cette information avec la justice, pas avec nous, pour que la justice organise ne fût-ce qu'une commission rogatoire pour qu'on l'entende. On a besoin des déclarations de ce monsieur. Il n'est plus témoin, c'est un condamné, mais il peut aussi apporter des renseignements qui sont fort utiles. La guerre entre le gouverneur Katumbi et Maître Muyambo, heureusement que vous dites que c'est une guerre de lettres et de mots. Si ça avait été au couteau, ça m'aurait inquiété beaucoup plus. Si c'est encore au niveau des lettres et des mots, on peut placer ça sur le contexte de la vivacité du débat politique, hein, mais s'il y a des injures, des noms de petits oiseaux, on doit absolument le déplorer, le regretter, et je sais que la majorité présidentielle, au travers du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, est occupée à essayer de rapprocher ces deux membres éminents de notre famille politique pour que nous retrouvions au Katanga l'unité d'action, l'unité de pensée qui est nécessaire à toute victoire. Après tout, nous approchons lentement mais sûrement d'élections provinciales et il ne faut pas que de tels tiraillements viennent nous perturber ou nous distraire. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet, sans préjuger du résultat du travail que le président Minakou est en train d'entreprendre. Le gouverneur du Nord Kivu, dites-vous, a fermé la frontière avec le Rwanda pendant la nuit, c'est-à-dire que les gens peuvent entrer le jour, mais la raison est simple. C'est-à-dire que si on peut craindre des infiltrations hostiles qui peuvent porter des résultats, c'est la nuit qu'on peut surtout craindre cela. Une infiltration qui intervient de jour est plus facilement maîtrisable que lorsqu'elle intervient de nuit, parce que les jours, les services sont tous aux aguets. Ils sont tous en train de travailler. Mais la nuit, c'est un service minimum. La plupart des gens sont rentrés en train de se reposer dans les campements, etc. Et donc là, il y a un danger et on prend des précautions. Au lieu de fermer complètement, on dit qu'on ferme la nuit, mais le jour, on est là et on ouvre l'œil. Ndeko Eliezer otuni soki tozali kozela ba Congolais boni bakufa poto déclarer guerre. Soki ezalaka que ko déclarer bitumba nde soki saka makambo. Peut-être aussi to déclarer même mbalakama, mais ko déclarer zaka kate, ko déclarer nde makambo esili. Tozali ko bunda, to boite. Toyebisaka bino soko landaki compte rendu ya gouvernement ya poso elekaki mbala itano bakan ya forces armées de la République bazalaki attaqué na banguna wana na baninga na bango ya Rwanda. Mbala nyonso itano FRDC elongi tokimisi bango tobomi misato tokangi sambo moko te FRDC akufaki kaka kozoka nde moko azoki. Wana bitumba ezali liseki te, ezali masolo te, eza bitumba. Donc tozali kokoba muke muke tozongisa armée na biso na position moko oyo
mutu moko te akosakana na biso te. Kasi ezali miracle te, il faut ta les sika tozui armée. Et sika armée na biso ekomaki. Et bandi nde kotelema sikoyo. Donc pesa mapinga tango ete bakoka kolengele ba frontière nyonso na biso. Na bozelaka likambo yango tozako kengele, tozako répondre attaque soki esalemi tozongisi. Mais tozali ko se préparer bana bazako koto, tozako former des bango. Entre-temps, tozako sala pe diplomatie, tozako sala pe politique. Donc totiki front wana niete ezali nde kokobama. Mais ko déclarer guerre et ko sukisa agression ya baye Rwanda te. Kaka osali déclaration de makambo facilité. Pe toyebi pona nini to déclarer guerre na inote. Ezali ba raison oyo eza kopesa biso pe appui ya molongo mobimba. Des positions oyo tozwaka. Olobi lisusu ete sima ya francophonie Congo eganye nini? Yo moko opesaki ndambo ya eyano. Tobongisi ba infrastructure ebele. Tozwaki solidarité ya baninga oyo bazalaki kotala likambo yango ya agression na musika na indifférence moko boye. Sikoyo awa banso basangani balobi esengeli Rwanda asukisa makambo na ya mabe na Nord Kivu. Esengeli topesa etumbu na baye M23. Esengeli topesa etumbu na baye bazo salisa M23 kolongwa na mikili ya Libanda. Ezali eloko ya malamu pone kolo na biso po wana de priorité na biso lelo. Pe soki oyoki lelo baye M23 bazako patapataka et que Rwanda ezako tinda vraiment force massive tenenge basalaki na Bunagala la condamnation wana ezako jouer. La condamnation wana ezako jouer. Donc tozui mingi na kati ya organisation ya sommet ya francophonie wana. Soki otuli ba mama oyo bazako sala mwa commerce na bango. Soki otuli ba taximen. Soki otuli ba ye bakeli batongi ba hotel awa na mboka na biso. Soki otuli ba bateka kamwa masanga to biloko ya bongo na bongo okoyoka ete chiffre d'affaires et mataki muke. Poto yambaki awa entre 5 000 na 6 000 bapaya. O baza ba pauvreté, baza ko dépenser bongo et pas wapi et pas na biso. Donc ezali ba gain to koki ko bakisa, ezali ba gain benete tozwaki visibilité na mulongo mobimba. Oyo bayebaki que tozali état failli, tozali pembeni ya kolimwa. Siko ba moni Congo etelemi, Congo ezaka ka dynamique et ko tinda batu bazwa biso au sérieux tozana tina ya batu ya ndenge wana. Alors olobi ba mesure oyo ezwami pona bosoto bosila hôtel de ville nde mutu ali boso oyo esengeli alandela programme nango po azwaki programme moko ya kitoko to monaki ba résultat gouvernement ezako senga ye programme wana balandela yango appui ya gouvernement ekozala maintenu pe programme bakolanda yango po tolingi soki mukete kozonga na sima. Richard Chako, vous nous avez demandé ce que nous voulons que l'Ouganda dise. Ce que nous voulons que l'Ouganda dise, c'est une position claire par rapport à des officiels rwandais, à des hommes d'affaires rwandais, qui sont cités comme prenant part au soutien du M23. Nous attendons des actions fortes. Nous attendons des sanctions. Ce qu'on n'a pas obtenu du Rwanda. Le Rwanda a un ministre qui commande le M23, mais qui est toujours ministre. C'est ça qui nous a apporté la preuve que le Rwanda est impliqué comme gouvernement. Le rapport vient de sortir, la question a été posée à l'Ouganda. Nous attendons de voir, c'est de quoi je crois avant-hier ou hier que la question leur a été posée, nous attendons de voir comment il va se comporter vis-à-vis de ces gens lorsque nous aurons la certitude qu'un comportement a été adopté dans un sens comme dans un autre. Nous vous informerons, on se réunira ici et nous vous dirons, voilà la conclusion que nous tirons du comportement de notre voisin ougandais. Il est impliqué comme gouvernement ou c'est plutôt des criminels ougandais en particulier qui sont comportés. Voici les mesures que le gouvernement ougandais a prises contre eux. C'est comme ça que les États doivent cheminer et nous vous tiendrons informés des résultats. Alors vous posez la question, si la réponse ne satisfait pas, est-ce qu'on fera toujours foi en Museveni pour la médiation? Je donne la même réponse que Museveni ne fait pas la médiation comme Museveni, c'est comme président de la CIRGL, il cessera de l'être en décembre,
un autre chef d'État prendra les choses en main à partir de janvier 2013. Enfin, la question de RFI, Mwilambwe et Ngoï ont été élevés au rang de colonel. Ça m'étonnerait, à moins que ce soit une erreur. C'est des gens qui sont condamnés. Ah, peut-être avant la condamnation. Bon, là, vraiment, oui, ça peut se faire. Tant que quelqu'un n'est pas condamné, il est présumé quoi? Innocent. Il pouvait avoir été élevé au rang de colonel. Moi, je l'ignorais. Et donc, c'est peut-être qu'ils sont devenus colonels. Mais pour l'instant, avec la condamnation, je crois qu'ils ont été radiés de l'armée. Donc, nous ferions mieux de parler de ex-colonel ou ex-major, Ngoï, ex-colonel ou ex-major, Mwilambwe. Donc, c'est des gens qui, pour l'instant, n'existent plus dans le personnel de l'armée, parce qu'ils ont subi la condamnation la plus extrême, la condamnation à mort. Voilà ce que je peux dire en réponse à cette dernière question, et je vous remercie pour votre très aimable attention. Oui, c'était quoi? Vous avez parlé de la commission rogatoire pour Mwilambwe, pourquoi on ne peut pas faire pour Christian qui est au Rwanda? Mais vous savez ce qui se passe, je ne sais pas ce que la justice a fait, je ne peux pas parler en son nom. L'idéal, c'est qu'il y ait une commission rogatoire, mais y a-t-il une collaboration judiciaire, sincère, entre nous et le pays qui nous agresse? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer même que ce Ngoï-là fasse partie de ceux qui peuvent conseiller ceux qui nous agressent? Pourquoi on l'a reçu au Rwanda? Pourquoi, sachant qu'il a été condamné, on ne nous le livre pas? Et nous nous souvenons du dossier de Laurent Kunda et tout ça. Et donc, il ne faut pas se bercer de faux espoirs vis-à-vis du Rwanda. Voilà ce que je peux dire. Merci à tous. Merci à vous, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Amis téléspectateurs, c'est ici que s'arrête ce point de presse.